quand on parle d'arts martiaux ultra mortels, de la mort qui tue, le plus, voilà, c'est pire qu'une bombe atomique. Vous voyez un peu le dessin, hein, il y a même des vidéos sur YouTube, on verra ça après. Donc il y a plusieurs types d'arts martiaux qui sont mis en avant, mais jamais celui qui est vraiment le plus mortel. Jamais. Jamais celui qui a été strictement interdit, il y a plusieurs siècles de ça, interdit et dont la punition était la peine de mort pour pratiquer cet art martial. C'est pour dire qu'il était quand même dangereux, puisque ça représente au bas mot entre 10 et 12 000 morts par an. Je ne connais pas à l'heure actuelle un art martial civil, qui fait entre 10 et 12 000 morts par an. Dans un pays, pas dans le monde, je parle, dans un pays. Donc cet art martial a été strictement interdit, puni de peine de mort pour les deux protagonistes. Ça a été interdit, et personne n'en parle jamais. C'est passé totalement à la trappe. Même ceux qui pourraient s'en réclamer, hein, ne le font pas, tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont même plus conscience que ce qu'ils font, c'est l'art martial le plus mortel de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, on va voir ça après le générique. Alors comme je vous le disais, je me suis amusé un petit peu à aller voir sur YouTube le top 10 des arts martiaux les plus mortels. Donc j'ai trouvé, il y a des dizaines de vidéos, j'en ai pris une. J'en ai pris une et ça me... Donc je vous dis donc le top. Hein. Donc en numéro 1, en art martial le plus mortel, c'est le ninjutsu. Voilà, le ninjutsu c'est le plus mortel. Voilà. Ouais, d'accord. Combien y a-t-il de morts par cause de ninjutsu par an dans le monde? Je sais pas. Mais ça doit pas être une cause vraiment énorme, hein, tout simplement, parce que personne n'en parle. Donc ça doit pas être ça. Après, il nous dit en deuxième, en art martial, le plus, voilà, le plus top, quoi, c'est le Muay Thai. Et en fait, non, c'est du sport de combat, donc en plus la photo qui met en place, c'est vraiment du sport, hein, du sport de combat. Alors ça veut pas dire que les gars, c'est pas des bons, hein, loin de là, hein, c'est juste, c'est pas un art martial, là on est sur des conventions sportives. Donc ça marche pas. Ensuite, il nous met le Krav Maga. Oui, pourquoi pas. Moi, je suis pas persuadé que le Krav Maga ait 10 000 morts par an de combat de Krav Maga dans le monde. Hein. Je ne suis pas persuadé, je pense pas. Ensuite, il y a le Vale-Tudo qui nous met, mais bon, le Vale-Tudo, pareil, ça m'a l'air d'être un sport, hein, ça m'a pas l'air d'être un art martial, donc une convention sportive, donc ça n'a pas vocation à tuer. Ensuite, on a le pugilat. Alors là aussi, hein, c'est un sport. Hein, normalement, ça n'avait pas vocation à tuer. Et puis, on n'a pas énormément... Alors, il y a des experts en pugilat. Moi, j'en suis pas du tout un. Hein, mais j'ai quand même plus l'impression qu'on est sur une règle conventionnée. Après, on a le systéma. Alors, le systéma, ça part tellement de tout à tout que... je suis pas convaincu qu'il y ait 10 000 morts par an de systéma non plus. Surtout si, si ça correspond à certaines vidéos qu'on a vues. Ouais, je vais pas rentrer dans le débat. Après, il y a la line ou la line. Alors là, c'est un truc d'américain, là, apparemment. Ultra top mortel la classe, tu vois. Utilisé par les Marines. Je suis pas convaincu qu'il y ait 10 000 morts par an. Et enfin, l'escrima. Là, oui aussi, oui. Pour moi, l'escrima, je pense que c'est un art martial. Hein, oui, oui, pas de problème. Mais là aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait 10 000 morts par an de cause directe de pratique de l'escrima. Alors, vous allez me dire, bon, vas-y, crache le morceau, de quoi tu parles? Tu vas encore nous gonfler avec tes arts martiaux français. Eh ben oui! Bien vu. En fait, cet art martial est français. Entre autres, hein, on peut dire qu'il est
plus généralement, on peut dire, on retrouve généralement sur le continent européen, mais dans une certaine forme de fierté culturelle, je pourrais dire que ce sont les Français qui l'ont développé au plus haut niveau. C'est l'art de la pointe, tout simplement, l'art de la pointe, le jeu de la pointe, l'art de la tire des armes, où nous avons des dizaines et des dizaines de traités qui ont été trouvés désormais. Hein. Et l'art de la pointe, effectivement, ben, c'est ce qu'il y a de plus mortel. En fait, on s'est rendu compte, et ça je l'avais déjà expliqué, hein, il y a eu des expériences qui ont été faites, quand on fait passer un morceau de fer à travers de quelqu'un en piquant, ouais, ça peut le tuer. Quoi. Ça peut le tuer. Et bien par exemple, je vais vous montrer donc, cette très belle épée fin Louis XV, début Louis XVI, hein, donc, qui est une épée à pas d'âne, une courte épée. C'est pas une épée de cour, hein, ça n'existe pas l'épée de cour, hein, c'est un mauvais mot. Où vous pouvez voir que la pointe, ben, elle est assez, malgré l'âge, ben, je pense qu'elle marcherait encore. Hein, sur une lame à 3 arêtes, une lame triangulaire, évidée au milieu pour gagner du poids. Ben, dites-vous que ça, ça tue plus que les 10 qu'on a pu voir. Les 10 exemples qu'on a pu voir avant, voilà, ça c'est ce qui tue le plus facilement, hein, tout simplement parce que lorsque vous êtes traversé par une pointe en fer, au niveau du buste, généralement, ben, vous allez mourir. Alors en plus, suivant l'époque, vous allez mourir à coup sûr. Aujourd'hui, on pourrait peut-être réussir à vous sauver, mais dans le contexte de l'époque, c'est la mort assurée. Et donc, ben oui, l'art martial le plus mortel au monde, ben, c'est pas tous ces exemples, ben non, c'est l'escrime de pointe à la française. Donc si vous voulez devenir dangereux, apprenez l'escrime, je dirais. Et tout simplement parce que l'art de la pointe, les vrais principes de l'escrime sont ceux qui amènent le plus facilement à vaincre de façon rapide son adversaire, ou si on ne les respecte pas, à mourir de façon très facile aussi, de la main de son adversaire. Donc c'est une science extrêmement exacte, des principes qui, si on en néglige un seul, c'est quasiment la mort assurée. Donc ben, on rigole pas avec l'escrime de pointe, d'accord? On ne rigole pas avec l'escrime de pointe, on fait très attention, on la pratique avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Bien, maintenant nous allons faire un petit peu plus de concret en termes de duel. Ben, je vais vous lire un petit article très intéressant, un article écrit par le site Zigzag Paris. Donc c'est un site qui, voilà, qui raconte un petit peu l'histoire de Paris, tout ça, et il va nous parler des duels et de la répression des duels. Et là on va avoir des chiffres quand même un peu plus réalistes. Effectivement, il n'y avait pas 10 000 morts par an. C'était une boutade. Par contre, il y avait quand même pas loin de 10 000 duels, par contre. Et effectivement, un certain nombre, quelques milliers de morts. Et je vais vous lire cet article qui est très intéressant. Je vais vous mettre le lien en commentaire si vous voulez le lire. Je ne vais pas tout lire, hein. Mais au moins, vous aurez les grandes lignes du duel en France. Il fut un temps où le duel à l'épée était une pratique fortement enracinée chez la noblesse. Dans Paris même, il n'était pas rare d'assister à ces règlements de compte, aux yeux de tous, lors desquels deux duellistes se livraient à une bataille acharnée pour établir leur honneur respectif. Cette pratique faisait partie du paysage quotidien jusqu'à ce que l'État s'en mêle. C'est un héritage du Moyen-Âge, le duel est avant tout une pratique réservée à la noblesse et ne concerne ainsi à peine plus que 5% de la population au XVIIe siècle. Le duel véhicule l'essence de la tradition nobiliaire, avec un code d'honneur propre et une attitude à adopter pour se faire voir comme un noble digne de respect. Cet honneur aristocrate se manifeste notamment par la volonté d'imposer sa propre justice. Quand l'honneur d'un noble est bafoué, la réponse par l'épée est une nécessité pour se revendiquer de la noblesse, et ce en totale autonomie par rapport à la justice civile. Le duel s'apparente à un phénomène massif. On signale 4000 morts dans les duels en France pour la seule année 1607. Alors voilà, même si je disais une boutade à propos des 10 000 morts par an, rien que 4000 morts de duels par an dans un pays, aucune pratique martiale actuellement n'en approche le 1%. Voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles. Les règlements de compte étaient monnaie courante, mais ne débouchaient pas forcément sur la mise à mort du perdant. Quant à l'espace privilégié pour ces combats d'escrime, ceux-ci pouvaient se dérouler jusqu'au XVIIe siècle à peu près partout, sur les places des villes et villages, dans les rues aux yeux des passants, mais aussi et surtout dans les bois.
En lieu et place de l'actuelle place des Vosges, un vaste espace situé non loin de la porte Saint-Antoine était notamment très prisé des duellistes. Dans le sillage de la construction de l'État moderne, le duel est peu à peu considéré comme une pratique dangereuse et facteur de division, mais tu m'étonnes, hein. Chaque année, des membres de la fine fleur de la noblesse périssaient bêtement lors d'un duel, ce qui avait des conséquences sur l'armée. Les nobles étaient en effet investis d'un rôle de commandement militaire. L'interdiction du duel devenait une nécessité. Dans le but d'assurer sa prééminence, l'État s'arrogea ainsi le monopole de la violence, et cela passa notamment par une domestication de sa noblesse. Il s'agissait de rendre fidèles et moins indépendants les nobles pour diminuer le risque de soulèvement en mettant l'épée au service exclusif du prince. Si Henri IV a tenté en vain en 1602 et 1609 d'interdire le duel, c'est surtout sous l'impulsion du cardinal de Richelieu et de Louis XIII que le duel devint officiellement un objet de répression. Pour ce faire, Louis XIII condamna à mort un jeune noble, François de Montmorency-Bouteville, en 1627, après que celui-ci ait été pris en flagrant délit de duel. La peine, extrêmement sévère, souleva une vague de protestations chez les nobles, mais l'exécution, pour l'exemple, eut finalement bien lieu. Dès lors, si l'on assiste à un reflux du duel à partir des années 1650, cette pratique persiste encore pendant au moins un siècle sous une forme clandestine. Les bois étaient ici des lieux propices à la pratique du duel. Et pour la petite histoire, le dernier duel à l'épée remonte à 1967. Celui-ci opposa deux hommes politiques français, le député-maire socialiste de Marseille Gaston Deffer et le député gaulliste René Ribière. À la suite d'invectives lancées par Deffer à Ribière, à coups de « taisez-vous abruti », lors d'une session parlementaire, une polémique est montée en épingle par la presse. En réaction à l'humiliation, Ribière provoqua en duel son collègue à l'Assemblée nationale. Finalement, le sang ne sera pas versé et Gaston Deffer est déclaré vainqueur après avoir touché son adversaire. Ce sera le dernier duel de l'histoire de France. Pour le moment. Allez, revenons maintenant revenons à nos moutons. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y en avait qui pouvaient s'en réclamer et qui ne le font pas, c'est tout simplement l'escrime olympique. L'escrime olympique a tellement voulu donner une image d'inoffensivité de son sport que les gens considèrent que faire du fleuret, c'est pas dangereux. J'ai eu un exemple encore avec une personne qui me disait « Je préfère largement que vous fassiez du fleuret plutôt que de la boxe. La boxe, c'est violent. Le fleuret, c'est pas violent. On peut pas se faire mal avec le fleuret. » J'ai dit « Mais vous vous trompez. Le fleuret, c'est l'art de tuer quelqu'un le plus facilement et sans forcer. » Donc la boxe est beaucoup moins dangereuse. La boxe en apparence est violente, certes, parce que ça engage des coups, ça engage des chocs, des frappes, des bleus, voilà, des contusions. Mais au final, de tuer quelqu'un à la boxe, c'est assez compliqué. À moins d'être dans une folie meurtrière. Alors qu'au fleuret, sans vouloir tuer, hein, si jamais la mouche ou le poing se casse et qu'on porte l'attaque, on va tuer son partenaire sans le vouloir. On peut même passer à travers le masque, hein, la pointe peut passer à travers le masque et la personne va mourir. Il y a des morts encore en escrime, hein, en escrime moderne, olympique, ça arrive, il y a des accidents, voilà, le fleuret pète et puis ça passe à travers. Et parce que l'escrime de pointe, le fleuret, l'épée à la française, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le pratiquer en club? Bien sûr que si, on peut le pratiquer en club, mais, et c'est là où je vais vous proposer quelque chose, je vais vous proposer une convention de jeu, d'accord, au fleuret plastique ou au fleuret acier, ou voire même à tout simulateur plastique, une convention de jeu qui va vous permettre de pouvoir jouer sans avoir à développer énormément d'intensité de vitesse pour faire mal, mais dont les touches et la convention permettront de comprendre que dans la réalité, si cette touche avait été faite avec la vraie vitesse et l'arme qui correspond, eh bien voilà les dégâts qu'il y aurait pu avoir sur ta personne, et je vais vous présenter ça de suite. L'idée donc, ça va être de travailler avec de la légèreté, de l'adresse, de la finesse, de la précision, hein, rappelons les 4 vertus du tireur ou de l'escrime, hein. Gestion du temps, gestion de la mesure, gestion de la vitesse et gestion de la précision. Donc l'idée, c'est que lorsque vous allez tirer avec votre adversaire, vous allez être d'accord sur la convention d'utilisation, ce que j'appelle la convention de la touche mortelle. Toute frappe en pointe au visage ou frappe de taille sur le crâne ou au visage entraîne le hors-combat immédiat. L'idée, c'est que celui qui va être touché à la tête n'aura pas le loisir de pouvoir faire une riposte dans la foulée pour toucher en même temps. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment une simultanéité des touches, et là, les deux sont hors combat. Mais, par exemple, je suis touché au visage,
je suis touché, je vais y lancer de suite pour essayer de toucher moi aussi. Eh ben non, la frappe au visage te rend d'office inopérant. Tu ne peux plus frapper. Ça ne veut pas dire que tu es forcément mort, mais on va dire que tu es au mieux KO. Ou au mieux, tu as perdu, tu as la tête qui tourne, donc tu n'as plus la maîtrise de ton corps. Donc, toute touche au visage, de taille ou de pointe, entraîne le hors-combat de l'adversaire ou de soi-même. Si les deux se touchent à la tête en même temps, dans le même temps, c'est-à-dire que les deux ne comprennent rien à l'escrime et ne cherchent pas à survivre avant d'attaquer, et bien qu'ils attaquent en même temps et qu'ils se touchent tous les deux sont hors combat. Les deux ont perdu. Maintenant, les touches au corps. Si par exemple, je lance une pointe au corps, je touche au poumon, par exemple, je viens de toucher au poumon, eh bien, on peut considérer que cette frappe n'est pas létale dans l'immédiateté ou qu'elle ne rend pas, elle ne met pas hors combat dans l'immédiateté. On va donc laisser à l'adversaire le choix d'accepter sa défaite, qui fait rien, il dit oui, tu m'as eu, ou d'avoir ce que j'appelle le coup de rage, où à la touche, il peut tenter de toucher dans la foulée au corps ou à la tête pour chercher le coup de vengeance. Je meurs, mais tu meurs avec moi. Et donc l'adversaire, celui qui a touché le premier, et s'il ne revient pas en garde, en couverture, par rapport à cette touche, à cette riposte de coup de rage, eh bien il peut perdre aussi. Donc les deux, on arrive donc à une égalité au final, puisque les deux sont touchés. Donc l'idée c'est que lorsque je touche, je reviens de suite en garde pour me protéger, je viens chercher à me garantir, à revenir en couverture dès que la touche est faite. J'ai touché, je reviens en garde. J'ai touché, il riposte, je pars, je peux même re-riposter dans la foulée pour assurer une bonne fois pour toutes ma supériorité technique. Donc ce qui veut dire que le premier qui touche n'est pas forcément celui qui va gagner. Je touche, je suis fier de ma technique, je reste en place, coup de rage qui correspond à une riposte qui est entre la première et la troisième seconde, 1, 2 ou 3 secondes. Je touche, il riposte, si je ne viens pas chercher à la parade et que je reste en disant ça y est, j'ai touché, et qu'il me touche dans la foulée, les deux ont perdu. D'accord ? C'est ce qui va permettre de développer le principe de revenir en garde et de considérer que ce n'est jamais vraiment fini tant que c'est pas sûr. Donc je touche même au ventre, un coup au ventre, pas forcément. On va pas mourir d'un coup, c'est malheureux de prendre un coup au ventre. Bon, vous avez pris un coup au ventre, l'autre il va peut-être pouvoir chercher à vous toucher à la tête et vous emmener avec lui. On part et on peut chercher à riposter derrière pour marquer vraiment la victoire. Ensuite, pour ce qui est des membres, bon, malheureusement, mon mannequin il a pas de bras, il a pas de jambes, mais on va imaginer. Si je touche au bras porteur, il va être obligé de changer l'arme de bras. Et ce bras va être derrière. Si je touche les deux bras, et bien maintenant il est considéré comme hors combat, non pas par la mort, mais par incapacité de combat. Et comme je suis une personne pleine de panache, je ne vais pas chercher à achever un adversaire qui est incapable de combattre. Je vais donc lui laisser la vie. Mais il a quand même perdu, il ne veut pas aller se soigner, s'il n'a pas d'infection du sang avant ça, il peut aller se soigner et peut-être qu'on reprendra là où on en était une prochaine fois. Si je viens chercher à toucher aux jambes, la première touche aux jambes va le contraindre à ne plus pouvoir se déplacer, mais il va pouvoir fendre. D'accord ? Donc plutôt que il ne pourra plus se déplacer d'avant en arrière, mais il va être sur place. La première touche aux jambes, c'est ça. Donc je ne peux plus bouger, mais je peux fendre. Et la deuxième touche aux jambes, je peux plus bouger et je peux plus fendre. Je peux faire de la demi-allonge. Donc la demi-allonge, on peut venir encore chercher à toucher au maximum de son développement, mais les pieds ne bougent plus et on reste donc bloqué comme ceci. Alors c'est pas des frappes donc qui vont mettre fin à l'assaut en soi, puisque c'est pas mortel en soi, mais vous handicapez lourdement votre adversaire afin de pouvoir mieux le finir si besoin. Et alors, si vous êtes vraiment un petit joueur, vous allez chercher à le blesser à tous les membres et du coup il est totalement hors combat, ni par le déplacement, ni par les bras. Vous avez gagné par supériorité technique et par une certaine forme de sadisme. Toi, je sais que tu as envie d'apprendre les arts martiaux français. Malheureusement, il n'y a pas de club. Voilà. Il y a du judo, du karaté, de l'apkido, du jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de club d'arts martiaux français. Et puis, pour l'apprendre tout seul, c'est compliqué. Il faut aller chercher les sources, les lire, passer du temps. Des fois, c'est pas facile à comprendre. Et puis, il faut travailler sans avoir d'appui. Voilà, t'embête pas.
il faut que tu ailles sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes, 12 € par mois, et tu auras des centaines de cours disponibles sur les sujets qui nous intéressent fondamentalement. La boxe, la canne, les escrimes, la culture physique, le maniement du bâton, tout, il n'y a qu'à demander. Parce qu'en plus, je serai là, moi, pour t'aider directement. Tu me contactes, tu m'envoies des messages, tu me dis voilà, Cap, j'aimerais avoir plutôt un cours sur ce sujet, ou j'ai pas compris ce sujet-là, ou j'ai du mal, explique-moi mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, je reprends ma caméra, je refais un cours spécifique pour répondre à ta question. Ton suivi, c'est littéralement une formation suivie et individualisée. Maintenant, tu as une solution pour apprendre les arts martiaux français et c'est ma chaîne Patreon. Il n'y a plus qu'à t'abonner et suivre les cours. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et on se retrouve sur Patreon. Alors ce qui peut être intéressant, et j'avais vu ça dans une forme de compétition dans les arts martiaux historiques, où vous pouvez vous amuser à garder les handicaps pour celui qui a gagné. C'est-à-dire par exemple, je suis touché une fois à la jambe, mais j'arrive quand même à vaincre mon adversaire, donc je ne peux plus me déplacer. Et bien pour l'assaut d'après, je ne peux plus me déplacer d'office, je peux que fendre, donc je garde l'handicap d'assaut en assaut. Ça peut être amusant de voir qui arrive jusqu'au bout avec le moins de dégâts possible, ce qui va entraîner de facto la volonté de ne pas se jeter, la volonté de ne pas se suicider pour gagner, la volonté de préservation du corps, la volonté, le goût même d'être dans la gestion de tout, et dans sa propre sauvegarde surtout. Voilà. C'est ce que je trouve très intéressant avec ce jeu. Et voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Et bien non, vu que c'est l'été, je peux que vous dire de bien vous reposer, de bien profiter du soleil quand il y en a. Et puis je vous donne rendez-vous en septembre pour la reprise des cours. N'oubliez pas que vous pouvez adhérer à l'association l'Amicale des Arts Martiaux Français. Hein. Vous avez tous les liens en fait dans la description. Que ce soit pour la chaîne Patreon, comme vous avez pu le voir, l'association, les groupes, le Discord, tout ça, voilà. Et surtout rejoignez-nous dans l'association, hein. Le premier tarif est à 5 €, c'est pas la mort, et ce qui va nous permettre de pouvoir développer les arts martiaux français comme nous l'entendons, protéger la culture française des armes, et puis peut-être que dans 20 ans, nous serons 1 million. Ce serait sympathique. Allez, sur ce, allez, profitez bien de l'été, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et on se retrouve en septembre avec la pêche comme jamais. On a du boulot encore. Allez, ciao.